Alors, vous voyez, en fait, dans les années 30, on va avoir l'arrivée du mode de... on voit naître sous ses yeux un peu l'Amérique moderne, un peu plus efficace, qui sera copiée après par d'autres pays. Il y a plein d'autres innovations, on reviendra dessus. Alors, innovation de sortie de crise sectorielle. Tous les secteurs connaissent des crises qui ne sont pas des crises générales. On dit c'est la crise de l'Internet, l'éclatement de la bulle, crise du transport aérien, saturation des lignes. Tous les secteurs font comme ça des sauts, et puis ils connaissent une période, on arrive un peu aux limites du modèle, et on va rebondir par des innovations nées au cœur des crises. Deux exemples d'entreprises nées au cœur de crises sectorielles, Microsoft et Airbus, qui ne sont pas n'importe quoi. Airbus aujourd'hui a encore 55% du marché mondial des avions, et Microsoft domine le marché du software. Vous voyez l'équipe qui crée. Dans le cas de Microsoft, on est dans un contexte de crise de l'informatique. On n'a que de la grande informatique, on vend des grands systèmes, on engage des programmes énormes en disant oui, mais c'est bien de vendre du hardware, après il faut programmer. Donc tout le problème commence une fois qu'on a acheté les ordinateurs. Et on avait lancé pas moi, des programmes de formation de dizaines de milliers de programmeurs. Rappelez-vous, l'éducation en disant ah oui, mais après, et puis la paye de la SNCF, ça va pas être comme la paye des Galeries Lafayette ou d'une entreprise moyenne. Donc chacun programmait pour lui, en grande partie. Microsoft, lui, s'appuie déjà en disant déjà des équipes phénoménales et de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils vont programmer. Imaginez, dans la boîte, on avait des gens qui bidouillaient un peu en programmation. Ils étaient 2-3 pour s'occuper de cela. Ce pas des gros services informatiques. En disant, on s'appuie déjà sur le micro, même s'ils ont fait des softwares qui n'étaient pas destinés qu'au micro. Et on va avoir un soft unique, conçu par des équipes de plus en plus importantes, de milliers de programmeurs, où il n'est pas possible de faire mieux, disponible à un coût marginal, fonctionnant sur des machines simples. Sans coût de développement, sans coût d'intégration, ça a permis l'explosion de l'application de l'informatique, rentrée dans les PME, pour les secrétaires, pour les écoles et tout. Et donc c'était une réponse à la fin d'un modèle qui était le modèle de la grande informatique, avec unité centrale, station de travail, à la place d'avoir des choses autonomes, et avec ce problème lancinant de la programmation des applications. Et en disant, c'est le pack qui intéresse tout le monde, et vous verrez que finalement la SNCF trouvera que le logiciel lui correspond bien aussi par rapport à d'autres, parce qu'on sera dans le générique. Ce que fera SAP plus tard. Airbus, il arrive en pleine crise du transport aérien. Pourquoi? Je passe sur le long courrier, sur le moyen courrier, on a saturation, on a des avions qui sont petits. C'est l'époque où on a fait avant des caravelles. On a eu 3 avions en Angleterre, en France, en Allemagne qui ont été un échec parce qu'on ne les a pas vendus suffisamment, ils ne sont pas standardisés. Et Airbus, ce n'est pas prétentieux, c'est un bus qui vole. Vous voyez, c'est typiquement un produit de crise, ce n'est pas Jet Society, c'est bus qui vole 300 places, uniquement 2 réacteurs. En face, il y avait Tristar avec 3 réacteurs et DC-10 avec 3 réacteurs qui étaient un peu imposés par le modèle américain parce qu'il faut faire du cost-to-cost, je ne rentre pas dans les détails, ce qui veut dire 4500 km, ligne qui n'existe qu'aux États-Unis, nulle part ailleurs on a une ligne comme ça. En Europe, 3000 km c'est bien, 2 réacteurs de base, Airbus. Ça a été dur au début. Moi j'ai des vieilles pubs, j'ai scan, d'ailleurs c'est marqué Airbus, une exclusivité Air France. Oui. Ça veut dire qu'on l'avait vendu qu'à Air France, quand même, qui hésitait, parce que c'était nouveau, comme si une société nationale achetait Airbus, et puis point barre. Et après, puis il y avait une option d'airtail ou de je ne sais pas quoi, enfin bref. Et puis, moi j'avais étudié à ce moment, j'avais fait des études paramétriques pour aérospatial, qui gérait le programme, sur la façon dont l'avion allait se réparer. Il introduisait des tels changements de productivité. Si vous arriviez à un avion de 300 places, en face vous avez des trucs qui faisaient 85 ou 86, vous en mettiez un, en face il y en avait 3, vous cassiez le coût de l'ordre de 30 à 40%. Et donc dès que vous le mettiez en service, pratiquement dans les 6 mois, la compagnie en face le prenait aussi, ça se percutait comme ça, boum, 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 pour passer sur le nouveau critère de productivité. Et il n'a jamais eu de vrais concurrents pendant pratiquement 10-12 ans, parce qu'il n'y a pas de marché pour ça aux États-Unis. Et il y avait 2 constructeurs qui se battaient, et qu'on n'a pas fait assez, et ça a été le début d'une gamme qui s'est étendue. Et donc il a démarré en faisant pas du bas de gamme, c'est des produits, entendons-nous, je dirais, il faut pas, on a tendance à faire une confusion entre low cost et bas de gamme. Et déjà low cost, le mot, bon, on met comme ça, c'est
c'est pas forcément low cost, c'est low price, c'est pas forcément low cost. Et il y a un gros travail de développement. Pour vous donner une idée, cet avion-là, le coût de développement, c'est 70 fois une unité de vol. Après, le produit est extrêmement compétitif, mais c'est de la grande industrie. On va voir, ce qui différencie un pays développé par rapport à un autre, on dit que c'est un pays industrialisé. Et quand on va arriver à la chose, vous allez voir l'ampleur de l'acte industriel qu'il y a derrière, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un beau produit, il faut le mettre disponible à des gens qui se sont appauvris en quantité considérable. Donc ça met la barre haute en termes d'enjeux industriels. Donc là, vous voyez, deux entreprises qui dominent la Terre aujourd'hui, elles sont nées nouvelles. Airbus est parti de 0% de part de marché, Microsoft aussi, elles dominent le monde, parce qu'en période de crise, elles ont été capables de définir quelque chose qui changeait radicalement la donne en termes de rapport coût-efficacité. Elles n'auraient pas pu le faire après. Alors, je ne vais pas vous faire chaque cas. Texas Instruments, c'est pareil au niveau du calcul. On est un passage, je ne sais pas, il est très vieux, on connaît les règles à calcul. Graphoplex, la règle à calcul et tout. Enfin, changement radical d'efficacité à partir de l'utilisation d'électronique venue du secteur militaire défense. Xerox, ça a été révolutionnaire l'arrivée de Xerox. Xerox, j'ai vu leurs études de marché. La première année, ils avaient dit on va avoir un truc qui photocopie. C'est au lieu d'avoir des carbones, vous saviez, vous faites des trucs, vous avez 7-8 feuilles de carbone pour faire un contrat, il fallait appuyer comme une bête, ou alors il fallait recopier, il fallait des copistes. Là, boum, ça passe d'un coup. Ils avaient estimé le marché à ce qui était avant fait avec carbone, un contrat, etc. Et en fait, la première année, il s'est produit 10 000 fois plus de photocopies qu'ils ne l'avaient estimé dans leur étude de marché. Pas 10 000 fois plus de photocopieurs, 10 000 fois plus de photocopies. Dès que c'est arrivé, les gens, ils ont mis dessus la photo du gamin, ils ont mis dessus tout ce qu'ils avaient sous la main. Les articles, tu as lu l'article du machin? Alors qu'avant, l'article, on ne le faisait pas en papier carbone. Le gamin, on ne reproduisait pas sa tête sur un papier carbone. Et donc, en fait, ça a explosé l'utilisation avec produits typiques. Là encore, on trouvait que ça coûtait cher d'avoir des copies, d'avoir des employés aux écritures qui devaient uniquement reproduire des textes et des choses comme ça. HP, pareil, Apple, vous avez vu le premier ordinateur, il n'est pas triste, en bois avec des vis, marqué Apple. Et le logo d'Apple au début, c'était, vous voyez, la pomme qui tombe sur la tête. C'était pas encore la pomme croquée qu'il était. C'est pareil, là, c'est l'objectif. En fait, c'est de mettre au service de tout le monde, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas de moyens, la micro-informatique. Et donc, on part bien du bas et pas du haut. Encore une fois. Et après, on va monter en gamme. On fera du Lisa, on va faire des ordinateurs qui sont aujourd'hui les plus chers. Mais on ne démarre pas sur ça. On démarre sur un nouveau concept qui vous met un appareil disponible pour tous, vendu en quantité. Apple 1, c'est un échec. Apple 2, c'est un succès. Apple 3, c'est un échec. Enfin, je ne vais pas vous refaire la liste. Qui va permettre, avec les volumes faits, de monter en gamme. Et après même, d'entrer dans l'entreprise, alors qu'au début, ils pensaient que c'était impossible. C'était des trucs pour les étudiants et les bidouilleurs, et pas pour les entreprises. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur où est arrivé Apple. Apple serait très, très difficilement né en période de non-crise. À partir du moment où vous avez des gens qui produisaient en quantité, là, c'est parce que justement, ce n'était pas accessible à des personnes importantes qui l'ont fait. La plupart des grands sont nés comme ça. Innovation de sortie de crise d'aujourd'hui. Alors déjà, sachez qu'il n'y a pas de baisse de la recherche-développement actuellement du tout. Il y a une année de baisse, 2009. 2009, c'est juste après 2008, Lehman Brothers, l'annonce de la crise universelle, etc. Donc il y a une petite baisse en 2009, ça repartit à fond la caisse en 2010. Grand groupe européen, 1% en 2010. 2011, 8-9, cette année, on est dans les 10. Toutes les études confirment, une étude du ministère des Finances et tout, en montrant que 55% des boîtes, même de 10 personnes, ont augmenté leur activité R&D. Alors, en fait, ce n'est pas tellement un problème de R&D quand on est en période de crise. Dépenses de R&D, alors je vous montre aussi, Europe, 5-4%. Ça, ce n'est pas que les grands groupes comme en haut, c'est toute l'activité. Monde, 9-6. Allemagne seule, 14-8. Volkswagen, 26,5% d'augmentation R&D. On fera un zoom sur Volkswagen, qui est il est en train de nous sortir quelque chose qui a l'ampleur de la Ford T dans l'automobile. Pour vous donner une idée, c'est le produit absolu de sortie de crise. Il nous arrive d'Allemagne. Alors ici, vous voyez les produits anti-crise aujourd'hui. Vous voyez ce camion-là, il ressemble à un camion comme on offre aux gosses à Noël. Vous avez vu, c'est camion tel qu'on l'attend dans ses basiques fondamentaux.
C'est un grand constructeur, enfin vous le connaissez sans doute pas parce que vous n'achetez pas les camions tous les matins. C'est un constructeur ukrainien très bon, qui a un nom, vous voyez, avec des majuscules et des minuscules qui est imprononçable, Avkotras. Bon, qui a dit, dans le contexte actuel, faut un camion anti-crise. Il coûte 2 fois moins cher que tous les autres camions. Il s'appuie sur un modèle dont je passe le nom, là, le CRAS 65 055 054 02, que vous avez tant apprécié. Hein. Et bien maintenant, vous pouvez l'avoir à un beaucoup plus bas coût. Alors, ils ont fait des changements clés, simplification, rationalisation, hein, pour l'entrée d'air, véhicule, la transmission, les équipements qui coûtaient le plus cher. Ils ont réussi à réduire de 500 kg l'objet, ce qui vous augmente de 500 kg la charge utile, puisqu'on a le même moteur. La payload est augmentée. On a enlevé tous les éléments décoratifs qu'il y avait dans les cabines, tout le machin, tout ce qui était inutile. Et donc, on vous fait le camion... basique, fiable, qualité, réduire le coût, voilà. Hein, ils ont revu aussi le processus de la chaîne, revenant vers du modulaire, vers de l'assemblage simple, etc. Hein, ce qui donne un coût 50% plus faible que le modèle précédent. Là, on est typiquement pour 50% du coût précédent, avec un véhicule qui... Parce qu'on se laisse, en période où tout va bien, on se laisse emporter par tout un tas d'accessoires et tout un tas de choses qui fait que quand on repense en disant le facteur clé absolu, c'est d'abord le prix. Hein, donc on enlève tout ce qui n'est pas inutile, le prix. On voit si on ne peut pas alléger l'élément et tout. Ce n'est pas un moins bon camion que l'autre, puisque d'après ce qu'ils disent, ils vendraient... Enfin, je veux dire, ils mordent sur le précédent. C'est le modèle le plus récent. Vous voyez, il est low cost, mais enfin, il est mieux conçu. Il est plus percutant. Voilà. C'est typiquement ce qui se passe en période de crise. On revient vers le fondamental. Alors, je passe sur les maisons modulaires. Je vous en avais parlé. On reviendra là-dessus quand on traitera du Brésil ou d'autres pays. Les pays émergents arrivent avec beaucoup de maisons modulaires très peu chères. Ça, c'est des maisons qui sont moins de 15 000 €, souvent moins de 10 000 €. Hein, ça, c'est qu'à Brésil. Vous voyez, et puis ils sont pas mal. Hein. C'est une belle maison. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Suivi de terrain, on ne creuse pas, pas de débris, pas besoin de pelleteuse, etc. Je passe, c'est du bois qui est géré de façon durable. On l'assemble en quelques jours. Enfin, voilà. Mais c'est pas mal. C'est une maison dans laquelle on irait volontiers. C'est pas du bas de gamme, si vous voulez. Hein, c'est conçu, c'est fait. Le programme Minha Casa, Minha Vida au Brésil, c'est ma maison, ma vie, ça veut dire 2 millions de maisons doivent être fournies. Donc c'est-à-dire que ceux qui décrochent un contrat, ils en font 80 000 ou 120 000 ou 200 000. C'est bien fait, en usine, tous les joints sont bien faits, enfin, c'est pas n'importe quoi. Ça influe d'ailleurs beaucoup l'évolution de l'habitant. On avait vu Bouygues, monsieur là, un peu malade en ce moment. Bouygues s'en inspire beaucoup. Tout le monde sait qu'il va passer à plus de modulaire en bâtiment. Pour des raisons de réduction de coûts. Je passe sur les produits anti-crise venus d'Inde, on reviendra sur le modèle indien, et puis l'arrivée d'une meilleure gestion des services. Ici, vous voyez Webjet, qui est absorbé par Gol, qui est un Brésilien, ou EasyJet. EasyJet, c'est l'exemple absolu du service anti-crise. Air France a beaucoup de mal à arriver dans les coups d'herbe. C'est des avions flambant neufs, c'est des pilotes bien formés, c'est un service excellent, puisque c'est la compagnie préférée des PDG en Europe. Elle est devenue numéro 1 en Europe, alors que les compagnies les plus riches qu'il y avait avant, comme Swissair, ont dégagé. Leur coût, 42% du coût habituel d'un opérateur d'avion. Donc, on y arrive, une utilisation plus intensive de l'appareil, etc. Enfin, je passe sur les éléments, 52% de moins. On est typiquement... Quand nous, on dit, mais si je vends un produit qui se vend pendant la crise, on dit taper au moins 25% en coût. On est dans ces eaux-là, puisqu'on doit compenser la baisse de revenus. Soyons simples, il faut compenser. Plus elle est forte, et plus il faut la compenser. On dit, oui, mais attendez, c'est radicalement différent, parce que faire 2-3%, je sais, 25%, on ne parle plus de la même chose. C'est une très bonne définition de l'innovation, on ne parle plus de la même chose. Bon. Et tout le monde a vu arriver EasyJet et Ryanair qui tombent du ciel, hein, qui n'existaient pas, et qui arrivent par concept nouveau. Ryanair, c'est différent parce que c'est du low cost. C'est des voyages en autobus avec un petit peu en avion, destinés plutôt aux étudiants, pour les gens qui jouent strictement le prix. Ce n'est pas du tout le positionnement d'EasyJet. EasyJet est beaucoup plus sophistiqué que cela. Leur nom est sur l'easy plutôt que sur l'aspect web. Alors, des produits anti-crise qui arrivent, il y en a deux, il y en a un qui est leader parce qu'il a commencé plus tôt, puis un MeToo, c'est le Boeing 767 et l'Airbus A350.
là encore, qui réintroduisent des critères d'efficacité et de productivité considérables en termes de réduction de la consommation, de l'efficacité, etc. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche incroyablement. Et ça a été dur à concevoir parce que faire un appareil, l'objectif qu'avait donné Boeing à toutes et les 17 entreprises, toutes leaders mondiales qui participent au programme, c'est moins 40% sur tout. Moins ou plus 40%. Plus de confort, plus de ci, moins de 40% de bruit. Il n'a pas pu faire 40% sur tout. Il y a des fois, il a fallu se contenter de 25, 30. Mais enfin, la barre était à 40. Et ceux qui proposaient 5 n'ont pas été embarqués dans le système. L'appareil fonctionne très bien. Il y a eu du retard parce qu'il y a 2 entreprises qui ont fait faillite, qui faisaient partie du groupe, qu'il a fallu racheter. Et donc, ils ne pouvaient pas assurer. Là, c'est la première fois qu'on a une 3e ligne de production pour un gros porteur. Généralement, il n'y a qu'une seule ligne parce que ça ne justifie pas de mettre 2 lignes parce que c'est coûteux. Là, voilà, il y a 15 jours, décidé d'ouvrir une 3e ligne de production, passage de 3,5 par mois à 12 par mois. En un an, là, monté en production d'un appareil révolutionnaire qui a introduit les mêmes critères d'efficacité que les gros porteurs sur les lignes lointaines, sur tout un tas de lignes médianes, avec l'appareil équivalent Airbus A350. Pareil, il y en a un, il y a déjà 800 et quelques qui sont en commande, ce qui est énorme pour un gros avion comme ça. L'autre en a déjà 500. Donc c'est bien des modularités que l'on voit aussi. Ça faisait 20 ans que c'était plutôt Airbus qui crée le produit et Boeing faisait un MeToo. Comme là, c'est un peu l'inverse, mais chacun son tour. Et donc Airbus fera un peu mieux parce qu'il le développe avec 3-4 ans de retard, mais c'est le même type de produit et hyper efficace pour le contexte actuel du transport aérien. Donc là, on voit bien sur un domaine qui pourtant est relativement coûteux, les avions, etc., il est possible de faire des ruptures radicales dans l'objectif de réduire considérablement le coût d'opération directe, en même temps confort, etc. C'est des avions ultra modernes, si vous voulez. C'est pas de dire on a fait tout simple. Les matériaux sont essentiellement composites pour gagner de la légèreté, etc. Enfin, on n'est pas sur de l'appareil bas de gamme. Pourtant, on a une réduction très forte du coût d'opération directe. On a bien la combinaison. C'est pas une sortie de crise par le bidouillage qu'on a observé quand on a regardé les grandes crises au niveau du. C'est une sortie de crise par des produits encore plus poussés au niveau de l'industrialisation. Je vous dis, c'est l'avion qui s'est le plus vendu dans les gros porteurs avant même d'avoir volé, et c'est la première fois qu'on voit 3 lignes de production. Mais par exemple, en économie de la production, on est à 3 jours sur la chaîne d'assemblage contre 4 semaines à la génération précédente. Donc un rythme extrêmement rapide. O3B, j'en avais parlé, système là encore typiquement anti-crise. Alors il n'y a pas que des produits qui sont français, allemands et tout. La plupart, beaucoup de grands services arrivent d'emblée internationaux dans un monde globalisé. O3B, Other 3 billion, les autres 3 milliards, c'est fournir du liaison Internet et téléphone aux 3 milliards de personnes sur Terre qui ne l'ont pas. Le programme est très bien avancé, il roule fantastiquement, il intègre le dernier état des techniques, simplement il coûte 7 fois moins cher que le dernier système de télécommunication qui avait été prévu de cette nature. Iridium, ça a fait 9 milliards, là c'est 1,6 milliard. Bon. Aravine, là encore, bon, on viendra sur l'aspect Inde, mais là vous avez un exemple typique de service sortie de crise. C'est quoi? C'est traiter la vue, redonner la vue à des personnes qui ont perdu la vie suite à une cataracte ou à 2-3 autres maladies des yeux. Ça touche 25 millions de personnes en Inde, plus que tout dans le reste du monde. Dans le reste du monde, je ne sais plus combien, c'est 15 à 20 millions, et rien qu'en Inde, c'est 25 millions. Et donc le docteur G a développé une filière avec en fait des équipements ultra modernes mais hyper simples, puisque lui s'est inspiré, pour dire, lui il a dit, mon inspiration quand j'ai quitté l'Inde, je suis allé manger une fois chez McDonald's, puis j'ai vu qu'il y en a qui préparaient les frites, les machins, tout ça, c'était très segmenté, ça amenait un hamburger qui coûtait pas cher. Je me suis dit, nous, il faut qu'on fasse pareil. Celui qui opère de la cataracte, il y a quelqu'un qui lui prépare les éléments, il y en a d'autres qui a fait l'analyse de l'œil, etc. Et ils sont rendus à 7,20 $ le fait de redonner la vue à quelqu'un au niveau d'une opération. On pourrait dire, on sait pas cher. Ben oui, mais c'est le meilleur taux d'efficacité au monde. Ils en font plus que toute la Terre entière. Les plus grands médecins du monde sont formés là. C'est le premier fournisseur aussi de lentilles, donc c'est les meilleurs spécialistes des yeux dans le monde. Ils ont déjà traité 12 millions de personnes, donc vous avez bien la combinaison pour tous, avec une économie d'échelle considérable, parce que l'économie d'échelle reste le meilleur moyen de faire des choses pas chères pour tout le monde.
c'est le côté pays industrialisé, avec en fait la référence scientifique. Pourquoi les autres viennent se former là? En une semaine, ils opèrent plus de cataractes qu'ils n'en connaîtront pendant leurs 20 années où ils seront chirurgiens. Et en plus, une entreprise qui a une très bonne rentabilité, elle développe des programmes de recherche pour développer d'autres choses. Ça coûte, c'est du low cost, ça coûte $7, mais il n'y a pas de prix. Et donc, les gens qui ont les moyens donnent beaucoup plus parce qu'ils trouvent que retrouver la vie, ça vaut beaucoup plus. Et puis, les gens qui n'ont pas d'argent et qui font à peu près 45%, ils ne paient pas. Donc, on a un modèle qui est vraiment... Et il y a beaucoup de modèles comme ça en Inde. Et ça marche. On est dans la logique de dire, je mets la meilleure technologie, je forme des gens au plus haut niveau, je fais des volumes considérables, donc j'arrive à des coûts bas pour servir tout le monde. Là encore, on part du plus bas et on ne part pas du plus haut. Je vous dis ce qui est... Bon. Alors ici, on va voir maintenant des nouvelles façons de gérer, en fait, des nouveaux modèles. Ici, je vous prends le cas de Decathlon. Troc, vous voyez là-haut, Decathlon a compris assez tôt que c'était bien tous les ans, 2 fois par an, 3 fois par an, de faire dire « venez faire du troc sur le parking de Decathlon, vous allez changer votre vieux vélo contre un autre. On va moins de vendre de vélos, mais il vaut mieux que ça se passe chez nous qu'ailleurs, en gros. » Et en fait, il y en a qui viendront quand même voir la gamme, il y a les promos, donc troc, diagnostic, en disant « voilà, on va faire un service ». Vendez, ils rachètent le matériel, troc, athlon, déposez, vendez, achetez, innovation à la pointe mondiale, louez, pouvez louer, venez. Donc, et rejoignez sur une communauté qui a la même pratique, plus diagnostic. C'est-à-dire que là, on voit le distributeur qui va s'étendre sur toutes les formes modernes et particulièrement anti-crise du troc, de la location, de l'échange, du diagnostic et du fonctionnement réseau pour échanger ces pratiques. C'est la marque préférée des Français, par ailleurs. Hein, donc c'est une entreprise qui reste très, très proche pour dire... Or, ils sont... Vous savez, le leader français, encore... il y a maintenant, ça fait 20 ans, je crois, c'était... Manu France. Hein, Manu France avait à peu près un énorme catalogue. Je ne sais pas si on a connu Manu France chez les vieux, sans doute. Ils avaient un énorme catalogue. Ils avaient 40% du marché européen de l'outdoor. Armes et Cycle, Saint-Étienne. Bon, grosse maison. Hein, et quand ils sont cassés la figure, il y a 3000 fournisseurs qui sont cassés la figure avec, pour vous dire. Aujourd'hui, Decathlon, qui n'est qu'une des marques du groupe Oxylane, hein, qui a Tribord, Quechua, Kipta, enfin tout ça, une quinzaine de marques, dont 3 sont déjà leaders mondiaux. Ils pèsent 48 000 personnes, moyenne d'âge 27 ans. C'est une entreprise hyper jeune. Et ils ont 60% du marché européen de l'outdoor. Sans parler des positions au Brésil. J'ai vu, ils venaient d'ouvrir d'ailleurs au Brésil il y a 15 jours. Et puis dans d'autres pays. Et là, donc, on voit à la fois, effectivement, produire des produits vendus en quantité considérable à la pointe de la technique peu chère et sur une politique de prix très bas. On peut avoir un produit très performant, très bas. Tout dépend des volumes que l'on fait. Plus disperser, ouvrir la location, le troc, l'échange, etc., pour correspondre aux pratiques aujourd'hui en période de crise. Alors, cas dans l'automobile. Prendre un cas dans l'automobile, parce que je vais aller chercher un peu, voir qui est en train de nous faire la Ford T du coin, et j'ai trouvé, en fait. Alors, les voitures. Si vous prenez l'automobile, c'est un domaine important. Alors on peut dire, oui, mais la voiture, c'est fini, tant mieux, on va passer au transport en commun. Vous avez vu, les RER, c'est pas si facile que ça, il y a des énormes investissements à faire. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les campagnes françaises où on ne peut rien faire sans un véhicule pour aller travailler ou autre chose. Il n'y a pas de train, de métro et choses comme ça. Et c'est un vrai problème actuellement, parce que les gens ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, voilà, enquête, elle date d'il y a 3 semaines. 20% des Européens, 17% des Français, ils se pourraient acheter une voiture au cours des 2 prochaines années, mais ils ne peuvent pas parce qu'elle est trop chère. Prix d'achat, critère numéro 1 pour 75%. 75% des Européens. Tout à fait logique. On est en baisse des revenus. La voiture, c'est cher. Puis en plus, il y a tout un tas de taxes et de choses dessus. Donc, on a un coût trop élevé. Si l'on regarde dans le contexte de crise, en fait, il y a pas mal de pistes possibles. Je vois, on en a discuté en faisant une formation avec les distributeurs des grands constructeurs, les concessionnaires qui vivent la pire année qu'ils aient eue en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, au niveau des baisses de ventes et des difficultés. Alors, on va voir, il y a possibilité d'appliquer justement un peu le principe que l'on voit, de dire en période de crise, il va falloir faire un véhicule hyper compact, hyper smart, pourrait-on dire, même si ce n'est pas une smart, réduction drastique des coûts, amélioration du véhicule, donc ça veut dire investissement lourd,
conception sophistiquée et industrialisation massive pour faire tomber les coûts. On va voir un cas. Alors, il y a aussi la possibilité du low cost, en bas à droite, là. Qualité, alors, comme conception low cost, industrialisation, coûts salariaux plus bas, donc fabriqués dans les pays en périphérie. Portugal, Roumanie, machin, etc. Alors, il y a aussi la possibilité de jouer sur l'acte d'achat, passer par le web, les comparateurs, les mandataires, les discounters et tout. Vous pouvez grappiller un peu. Vous pouvez aussi passer à l'occasion. Hein. Vous pouvez prendre une occasion. Alors, une Logan d'occasion, c'est quand même déjà très bas. Hein. Et c'est encore un véhicule tout à fait jouable au niveau là. Vous pouvez louer. La location aujourd'hui est très importante. Le marché de l'occasion, c'est 3 fois le marché du neuf, hein, pour vous dire aujourd'hui. Hein. 3 fois plus en volume, hein, déjà. Low cost, regardez les taux de croissance de Dacia par rapport à Renault ou PSA. Enfin, ils ont fait 25% de plus sur une année, avec les autres font moins 10 ou 12. Location possible, ça marche bien en ce moment. Covoiturage, ça répond très vite. Location inter-individu, direct. Aujourd'hui, les gens se prêtent plus la voiture qu'ils ne les louent. Hein. Location, donc, ou prêt, ou scooter, si vous voulez. Non, ça, c'est très branché aussi. Après tout, vous dites, je casse le prix d'une voiture, ça me suffit, explosion du marché des scooters. Pour vous aller à vélo, puis prendre des transports en commun. Mini-véhicule, je dis, c'est un mythe qui revient de façon récurrente, qui correspond. C'est très dur de faire un mini-véhicule qui n'ait pas de problème de sécurité. Enfin, c'est beaucoup plus difficile qu'on croit. Alors là, je vais vous prendre 3 exemples de produits d'adaptation à la crise. Hein, Golf 7, hein, gamme Dacia et Citizen Car, pour voir comment on va. Et en fait, tout se développe en même temps. Suivant que vous êtes dans une consommation plutôt encore haut de gamme, famille et tout, vous avez un produit mais dont le prix est baissé. Hein. Alors ici, véhicule anticrise type actuel, c'est la gamme Dacia, extrêmement efficace. Le logis, vous voyez en haut, c'est un compact du genre espace pour les prix qui sont nettement moins de 10 000 euros. Hein. 8 à 9 000 euros pour un véhicule 6 places. Enfin, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du coût. La Duster, c'est un produit hyper tendance, ça se vend, et c'est toujours saturé, il faut tout le temps attendre 6 mois pour en avoir. Elle a même passé l'an dernier le fait qu'elle était plus chère d'occasion que neuve, pendant plusieurs mois, parce que les gens la voulaient absolument. On dit, ah bah oui, mais moi, elle a 17 000, on dit, oui, mais elle a 15,5. On dit, bah oui, mais c'est tout de suite. Donc voilà, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. On a eu ça pour la 2 chevaux, on a eu ça pour quand il fallait attendre 6 ans, vous voyez. Parce qu'en fait, il n'y a que l'usine roumaine qui la sort en Europe, et donc les volumes, elles saturent. Mais vous voyez, au moment où on n'arrive pas à vendre de voitures, c'est des véhicules que les gens s'arrachent. Parce que c'est un prix, vous savez, c'est la pub à la télé, vous voyez, oh, on va quand même pas dépenser aussi peu. Vous voyez la dame qui vous dit ça. Bon. Ou l'autre qui a un véhicule en disant comment ils font pour être aussi bas. Donc, véhicule, donc ça, c'est le low cost. On verra la vie. Il y a les voitures du futur, mais ça, c'est pas ça qui va porter la sortie de crise. Toutes les analyses qu'on fait montrent que c'est pas la technologie d'après-demain qui va porter la sortie de crise, parce qu'on est dans des coûts élevés. Révolution lente et progressive de la propulsion électrique, ça va croître progressivement. C'est pas ça qui portera pour l'instant la sortie de crise, parce qu'on est dans des prix extrêmement élevés et que les subventions touchent les limites dans ces cas-là. Alors, location de voitures particulier, vous voyez, voiture libre, solution anti-crise, gagnant-gagnant, ça se développe à une vitesse spectaculaire. Citizen Car, hein, exemple, on l'a invité, on partage plus qu'une voiture. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces économies dites du partage. J'ai un véhicule, je ne l'utilise pas tout le temps, ça coûte cher, si quelqu'un, je peux le louer, tant mieux. Hein, ou moi, je l'utilise, je n'ai pas besoin souvent, je ne vais pas acheter une voiture alors que j'en ai peu besoin. Alors pourquoi les gens ne prêtaient pas leur voiture? Donc, ce qui me frappe, c'est que les gens qui lancent ces services-là sont très élaborés. C'est des services qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans. Parce qu'on n'avait pas les outils web, parce qu'on n'avait pas les outils de calcul, parce qu'on n'avait pas les protocoles, parce qu'on n'avait pas les algorithmes. Pas de demande. On dit, mais moi, personne ne m'a jamais demandé de prêter ma voiture. Risque d'accident. On dit, mais s'il y a un pépin, l'assurance n'a pas prévu. Et c'est pas de la rigolade. En disant, mais moi, si j'ai un prêt, il y a un pépin, comment on va faire? L'autre, je perds un ami, je perds tout, puis si elle est dégradée, contrainte d'assurance. Voiture trop intime, vous voyez, c'était même pas le problème. Les gens qui ne prêtent pas. L'essentiel, par exemple, Citizen Car, c'est ce qu'ils adressent. Ils ont passé un accord avec les compagnies d'assurance. Ils ont passé un site qui permet de mettre en liaison l'offre et la demande, hein, et qui traite avec les contrats exactement. Et vous voyez, visualisation de l'offre et de la demande. Hein.
offre en jaune, demande en rouge, et après interconnexion, c'est plutôt là où il y a du monde que ça se passe. Donc service très moderne, en fait, hein, qui marche bien. Il y a 4 sites qui dépotent énormément. Hein. Des gens disent, moi, c'est plutôt pour les vacances, j'ai acheté un véhicule qui est un peu cher. Là, maintenant, je suis tranquille parce que je peux louer, étant assuré. Les gens le font en dessous du prix de revient au kilomètre, ce qui fait que ce n'est pas considéré comme commercial. Tous ces services-là se heurtent à la concurrence avec le marché professionnel. C'est pareil pour prêter sa maison ou louer sa maison quand on est en vacances. Pareil pour tous ces gros... Enfin, maison, vous avez vu, c'est un gros poste. Voiture, c'est un gros poste. Vêtements, c'est un gros poste. Donc ceci se développe. Le covoiturage qui se développe extrêmement vite, là encore, grâce à des plateformes qui sont extrêmement efficaces. Et donc, ce qui fait beaucoup c'est ça c'est le covoiturage dans les pays. Voilà, ça, c'est du covoiturage, on peut y aller. Il ne faut jamais oublier ceux pour qui c'est plus dur. Hein. Bon. Alors, ici, on va voir le cas de la voiture qui est la plus vendue dans le monde actuellement. Il s'en est vendu 30 millions depuis 1974. Hein, c'est la Golf, véhicule donc, qui en arrive à sa 7e génération. Et là, c'est une révolution copernicienne avec le nouveau véhicule. C'est intéressant de voir comment un véhicule qui s'est vendu le plus dans le monde a évolué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au début, c'était un véhicule assez, vous voyez, simple, qui était un peu dans une logique d'être accessible à tout le monde. Et puis, il s'est un peu sophistiqué, alourdi, il s'est resimplifié et il arrive de nouveaux modèles. Et là, on a une révolution typique de produit anti-crise et il a été voulu comme tel, porter le fait de porter Volkswagen numéro 1 mondial durablement à l'occasion de la crise. Bon. Et vous voyez les patrons qui présentent la structure du véhicule avec une diminution de 23% de la masse, mais on va voir les autres éléments, et l'usine qui est la plus grande usine du monde d'automobile. Hein. Vous voyez ici le distributeur central des voitures neuves. Vous voyez, hein, il monte sur le point, il les remet dans les cases qui vont alimenter, et vous pouvez venir voir, suivre le véhicule que vous aurez demandé. Enfin, c'est l'usine la plus moderne de la Terre sur l'automobile. Alors, production dans la plus grande usine du monde. Un des points qui apparaît clé, c'est que l'innovation, pour contrer la crise, partir en croissance, et du coup, ce qui fait qu'on sort de la crise, c'est que l'activité redémarre. Donc, on contribue à la sortie de crise. C'est essentiellement de l'innovation de production. Produire en quantité importante et très peu cher. Donc, il y a eu très large réflexion chez Volkswagen, inspiration de tous ceux qui faisaient bien ou mieux, disent-ils. Ils ont été voir Kia, Hyundai, Dacia, impressionnés par Dacia, mais ils ont dit, ce qui est un peu décevant, c'est qu'en fait, ça concurrence réellement la gamme Renault. C'est-à-dire qu'on a, on a de la substitution entre des véhicules beaucoup moins chers, et ça mord dans la gamme, mais on voudrait que ça complète. Donc voilà. Mais ça les a impressionnés. Et Kia et Hyundai, en ce moment, les Coréens sont des références mondiales en termes automobiles. Investissement industriel sans précédent, 50,2 milliards d'euros en 3 ans pour la Golf 7. Je ne sais pas si vous voyez ce que donne 50. C'est le plus gros investissement industriel jamais fait dans l'histoire. Ça serait comme dire on va concevoir 5 Airbus nouveaux du type A340, 380. Alors, la ligne d'assemblage, elle fait 17 km, pour vous dire. Hein. Enfin, les lignes d'assemblage dans cette usine à Wolfsburg font 17. Alors, plateforme MQB. Le principe, on revient strictement à ce que faisait De Dion-Bouton et ce qu'avait fait Ford pour la T. On dit on fait une plateforme unique, commune, à 40 modèles et à terme à 60 modèles. Alors, Volkswagen contrôle 12 marques, pour info. Hein. Seat, Skoda, Audi, Porsche, etc. Tout ça, c'est trucs, Rolls, enfin. Donc, plateforme commune. D'abord pour les 4 grandes marques du groupe, qui sera pareil pour les sites, le Skoda, les autres, et pour ce qui passait pour bas de gamme, haut de gamme. C'est la même pour la Golf et la Passat, par exemple. Donc là, on a une standardisation qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'automobile, en disant que ce sera la même structure qui délivrera dans un premier temps 40, puis 60 modèles. Tous les modèles pourront être assemblés sur des mêmes lignes. C'est-à-dire que n'importe quelle ligne des 27 usines pourra sortir tous les modèles. Ce qui est énorme, puisque encore récemment, si on faisait une nouvelle chaîne automobile, on y mettait 7 à 8 milliards, et si ça ne marchait pas, on en scrapait près de la moitié, qui était totalement dédié aux véhicules. Donc ça, c'est révolutionnaire à ce niveau-là. Système d'intégration extrêmement simplifié, montage simplifié à l'extrême, même système d'attache pour tous les types de moteurs, même inclinaison des moteurs, etc. Tout ça commun à 40 modèles, à horizon 2018, puis ensuite à 60, mais ça commence par la Golf 7. L'objectif, en fait, c'est de faire au moins 25 millions de véhicules avec la même structure. Coût d'R&D par modèle, moins 20%, coût de production.
c'est le seul domaine où Volkswagen soit un peu discret. On dit que ça sera entre moins 21, 22%, peut-être moins 30%. Donc, et vous regarderez les publicités à la télé, vous verrez en ce moment la bagarre sur l'automobile qui n'est pas triste. Le nombre de véhicules qui sont en dessous de 10 000, en dessous de 9 000, en dessous de 8 000, voire en dessous de 7 000 et qui pourtant sont allemands. Il serait tendance de dire Das Auto, machin, tout, parce que l'auto c'est allemand. On n'attendait pas Volkswagen à ces niveaux de prix. En fait, ça a cassé le prix d'un véhicule qui est quand même plutôt pas bas de gamme, enfin c'est de l'entrée, c'est dans les 15 000 euros, de 2 500 à 3 000 euros par véhicule. C'est redoutable comme coût, c'est-à-dire que là... Bon, réduction des coûts de production, 19 milliards d'euros sur 5 ans de réduction des coûts de production, hein, système de montage simplifié. Alors le véhicule lui-même, 100 kg de moins que la Golf 6, qui est le véhicule le plus vendu actuellement dans le monde, acier à haute limite élastique, il y a de façon de l'alléger, il y en a une qui est de mettre de l'aluminium, ce qui se fait pas mal, mais l'aluminium, ça coûte cher, et puis c'est un peu mou. C'est pas le produit, c'est bien moulé en pièces de structure, c'est pas l'idéal pour X raisons. Donc c'est fait avec des aciers haute limite élastique à niveau de 28%. Prennent les aciers haute limite élastique. Hein. Normalement, on emboutit une portière. Hein. Boum, c'est-à-dire que ça, haute limite élastique, vous faites boum, ça rebondit de la même façon puisque c'est une haute limite élastique. Hein. C'est-à-dire que ça se laisse pas emboutir comme ça. Il faut l'emboutir à chaud, hein, pratiquement quand l'acier est encore rouge. Donc c'est pas n'importe quoi au niveau de l'outil de production de faire de l'emboutissage sur autant de pièces à haute limite élastique. Consommation 3 litres 3 ou 100 km, 85 grammes de CO2, c'est déjà en dessous des critères commission qui sont prévus pendant 3 ans. Version de base, hein, c'est la version la plus écolo, la plus... Alors je dis, on parle d'une version de base qui doit être ce qu'on peut faire de mieux, sur lequel on va recréer de la valeur. On ne part pas en déduction de valeur, on part en création de valeur. C'est très important. Les gens de l'auto ne l'ont pas encore complètement compris. Par exemple, je le vois quand on dit c'est un véhicule suréquipé, 6 000 euros d'avantage client. Il faut savoir pour une grande partie de la population, ils ne veulent pas de suréquipement. Ils voudraient faire que vous leur déduisez 6 000 euros. Ils n'ont pas envie de jantes inox, de trucs machin, parce qu'ils sont dans une logique de prix et que ceux-ci ils ne cherchent pas à être suréquipés par les temps qui courent. Ils sont déjà surendettés, ils sont déjà sur beaucoup de choses, surbookés, suréquipés. Ça va convaincre peu de gens par rapport à ceux que ça va éloigner. Et donc, c'est-à-dire qu'on repart sur quelque chose dont on connaît le prix partout, parce que tous les comparateurs vous disent voilà quel est le prix minimum, et vous le connaissez en entrant dans la concession. Et à partir de là, vous allez construire de la valeur. Vous avez une famille, vous voulez tel élément, truc, on va construire. Et vous allez repasser complètement dans cette logique qu'il avait eue après la guerre avec sa Volkswagen de base. Hein, donc de 3 litres 3, ce qui est bas, il y en a même une à 3 litres 1, il voudrait passer moins 3 litres à horizon de 2 ans. 4 litres 7 dans la version la plus lourde équipée, consommation de moins 23% pour le truc de base, à moins 14%, vu le prix du carburant, c'est un produit extrêmement compétitif. Hein. Équipement, et quand même, il est haut de gamme, c'est-à-dire on est en standard avec des choses qui n'étaient pas sur les véhicules il y a encore peu de temps, écran tactile, radar de distance, amortissement, capteur, etc. Prix de lancement en Allemagne, 16 000 euros, ailleurs 17 500. Pour un véhicule qui vise à être le cœur de véhicules européens, modernes, et avec un gros marché Chine. Ce qui, là, c'est vraiment une... Alors, vous voyez le principe, plateforme MQB, tout est variable. La seule partie fixe, c'est la partie que vous voyez là, Einheitslicht, à l'avant du moteur. Le reste est réglable pour pouvoir l'adapter à différents modèles, et c'est la même structure pour tous. Alors ici, vous voyez le principe de dire, je construis la valeur à partir du modèle de base. J'ai un véhicule qui est la base fondamentale avec l'équipement. Dans les travaux de recherche faits sur l'auto du futur, on l'avait vu avec la Commission européenne, on a dit une structure de base, elle devra pouvoir faire 2 millions de kilomètres à horizon de 10 ans. Et après, elle sera démontable et elle sera recréable. Et au-dessus, on mettra une... On est dans cet objectif à long terme. Vous voyez, le véhicule de base est là, dans ses principes. Et après, on construit de la valeur. On dit en entrée, en standard, en haute, je rajoute des éléments. Hein, je construis la valeur à partir de ce qui a de la valeur pour les gens qui sont devant. C'est aussi ce que fait Dacia et Renault. On dit, oui, c'est vrai, le prix qu'on voit à la télé, c'est un peu pour de rire, parce qu'on vend toujours au moins 2 ou 3 000 euros plus cher, parce que les gens, ils veulent des équipements, des trucs suivants ce qu'ils ont à faire. Mais on part d'un prix que tout le monde connaît, qu'on nous rebâche à la télé, qu'on rebâche sur toutes les plateformes. On dit, oui, on fait le même prix que n'importe qui. Mais à partir du moment, vous voulez quoi exactement? Et les gens achètent ce dont ils ont besoin, et non pas un suréquipement global d'emblée qui vous coûte 6 000 euros, donc vous n'avez pas forcément l'intérêt particulier. C'est énorme pour une voiture, 6 000 euros. Hein, si on n'a pas besoin. Voilà, là, je passe sur les aspects de haute limite élastique et l'emboutissage, enfin, la modularité poussée dans son extrême.
hein. Alors, ça vous donne ici, c'est le plus gros, enfin, c'est le deuxième fabricant d'auto du monde, mais il va passer premier à la fin de l'année. Volkswagen, donc 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 6 mois. Vous voyez, on est en 2012, en pleine crise, il fait 23% de croissance sur le premier semestre. Hein. Marge 7%, ce qui est très bon dans l'automobile. 7,27 millions d'autos produites en 2011. Hein. Il est entre GM et Toyota, mais il a quelques dizaines de milliers de véhicules moins, mais il va passer devant. Investissement, donc période 2013-2015, je vous dis, l'investissement, c'est clé. C'est ce qui... Augmentation de l'emploi est directement liée chaque année à l'augmentation de l'investissement en capital fixe. Il n'y a aucune année où ça ne s'est pas passé comme ça en Europe. 72 milliards d'euros sur 3 ans. Hein, dont 10 milliards en R&D, 50 milliards en industrialisation. Donc vous voyez, la différence, elle est sur l'industrialisation. Le véhicule est bien conçu, 10 milliards pour concevoir un nouveau véhicule, c'est quand même déjà pas mal. Enfin, la gamme nouvelle, 50 milliards sur l'industrialisation. Donc ça, c'est l'empire contre-attaque, industrie, le retour. Hein, dont 37,4 milliards dans les 27 usines en Allemagne et 9 milliards en Chine. Donc ce n'est pas une délocalisation en plus. Donc là, on est typiquement sur... grands industriels européens qui sont en train de préparer la sortie de crise. Il ne reste pas les bras ballants à côté de ce qui se passe actuellement. Je vous le montre là. Alors, vous voyez le module central qui est au commun à tout. Hein, la façon dont ils sont passés de la 6 à la 7 en gagnant tout autour grâce aux nouvelles structures. La structure fondamentale en haute limite élastique qui permet d'avoir une légèreté, une plus grande rigidité. Et donc, on joue sur les deux. Vous voyez ici le formage à chaud. La pièce est encore chaude il va falloir lui donner sa forme avant qu'elle ait refroidi. Hein, automatisation. Bon, et c'est en Europe. Hein, c'est-à-dire, et j'ai pris ce cas parce qu'il est le plus exemplaire. Il n'y a pas un industriel d'auto dans le monde qui a pris ce risque-là. Hein. C'est beaucoup 50 milliards hein, pour ceux qui connaissent. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et donc, ça permet, je vous dis, de casser le prix à un niveau. Vous le voyez à télé, on se dit, mais c'est vraiment un véhicule fin de maille. Ouais. Voilà. Casser de 2500 à 3000 euros le prix d'un véhicule, une gamme qui a une bonne valeur et qui a une bonne valeur de location. Donc ça donne une marge par rapport. Alors, autre cas, là je quitte l'auto. Aujourd'hui, vous verrez plein de choses anti-crise. Voilà, par exemple, je prends un site, hein, écolo, branchouille, qui vend des produits, qui dit voilà les soirs anti-crise, des centaines d'euros économisés. Comment? Voilà, alors avec tout un tas de produits, trucs, facture d'eau, moins 60% avec les réducteurs d'eau pour robinet, les douchettes économes, la boule de lavage plutôt que le truc machin, la vaisselle anti-calcaire, l'électricité. Voilà, alors ici je vous montre juste pour vous rappeler ce que faisait Westinghouse en disant ah, vous voulez passer la crise? Moi j'ai des produits très bons anti-crise. Consommez moins. Ici vous avez les produits qui nous sont proposés par le site. Hein, voyez, on en a 3/4 qui sont les mêmes. Bon, voyez, et pourtant on est à 80 ans d'écart. Hein, des lampes basse consommation, des produits, enfin les produits qui sont sortis là aussi, le fontaine à eau gazeuse, machin, enfin la prise qui avec minuterie qui évite qu'on laisse un appareil branché. Faisait Westinghouse sous un autre format à cette époque-là, mais c'était un quart ressort. Mais enfin, ce qui est frappant, c'est de voir la continuité des choses, réduire la consommation, avoir des choses à plus longue durée de vie, avoir des choses plus simples, plus basiques, plus trucs, fabriquées en grande quantité. On est dans la même logique. On voit de la même façon qu'on avait aussi pour les véhicules. Voilà les produits. J'allège mes dépenses d'électricité, je dépense moins d'eau, je coupe mon budget sur détergent, je choisis des économiseurs. Voilà, j'ai des prises qui repèrent s'il y a un appareil qui reste branché alors qu'il ne devrait pas l'être ou qui évite les surtensions. J'économise la douche. J'ai un disque anti-calcaire à la WC qui coûte 50% moins cher que de mettre des pastilles, enfin ainsi de suite et autres. Voilà, typiquement, tout le petit fourbi de l'écolo branché qui va passer la crise cool. Bon, en disant, avec ça, je réduis pas mal de choses fontainneuses, café, thé, lecteur MP3. Donc, même ça, c'est plutôt de l'accompagnement. On n'a pas vu beaucoup de produits nouveaux, originaux. Hein. C'est là où je suis assez d'accord avec le professeur et Jean du FMI. Il y a des innovations radicales qui arrivent ça. Alors, montée irréversible et nécessaire de l'économie du partage. Alors, exactement comme on a eu dans toutes les autres crises, immédiatement, adaptation des individus, comment survivre en temps de crise, donc on partage. On se regroupe, comme les gens qui mangeaient ensemble avec les gosses et tout, qui partagent les choses. Alors j'en montre, je les avais invités à la rencontre nationale des directeurs INO, on en avait pris 3 parce qu'ils semblaient bien, mais il y en a d'autres. L'échange de vêtements devient extrêmement développé, hein, 400 € par an, 11 milliards d'euros. Donc, échange, valeur des articles. Les gens travaillent à armoire constante. Alors ça
c'est très bien pour passer la crise, c'est indispensable. Ça n'est pas de la sortie de crise. Ça ne crée pas d'emploi, ça n'a pas d'activité qui crée l'activité. En disant on consomme sans dépenser, le troc, réciprocité, complémentarité, lien social, recyclage. Alors là, c'est pareil. Ça, par exemple, on dit j'échange, je troque, etc. Il y a eu quand même 2 ans de recherche en mathématiques pour arriver à avoir un algorithme qui permet d'échanger entre 2, ça va, à 3, ça devient déjà plus compliqué, à 12, enfin, si vous avez fait les combinatoires, quand vous avez des milliers de personnes, ça n'est pas si simple de dire, moi je propose ça, à quoi est-ce que j'ai droit, hein, donc voilà, qui doit faire des systèmes complexes. Alors c'en est un parmi d'autres, hein, où vous pouvez dire, moi j'ai 100 vêtements de base et je tourne à 100 vêtements constants. Et je connais des copains de mon fils qui font ça. Parce qu'ils ont ras-le-bol de demander à leur mère des nouvelles pompes ou des nouveaux trucs qu'elle n'a pas trop les moyens de leur payer. Et ils échangent au point qu'elle s'inquiète en disant « je ne comprends pas, il a un nouveau jean et tout ça, où est-ce qu'il a pris? Peur qu'il deal de la shit quelque part. Oui. » Ben non, il a échangé. « Tu as échangé celui qui était tout troué ?» Elle me dit « oui, j'ai mis vintage. » Bon. Donc chacun, vous savez, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, donc il y a des trucs qui plaisent, notamment les choses de marque, ça marche du feu de Dieu. J'ajoute les articles, je souhaite, etc. Donc là, les outils modernes du web permettent de dire, voilà, je fais les souhaits et je sais ce à quoi j'ai droit. Ça marche bien. Et on le voit dans tous les grands postes de dépenses. Appartement, ça atteint un niveau élevé. Colocation serait temps, alors qu'en France, ça a été très peu développé. Mais tous les grands loueurs développent une offre colocation. Aussi louer pendant qu'on est en vacances, parce que la France est le premier pays touristique du monde. C'est un vrai marché, si vous êtes même en banlieue parisienne. Ça vaut assez cher pour des gens qui viennent du Japon, des États-Unis. Ça bloque sur l'aspect juridique, mais le droit il ne s'oppose pas à l'évolution du monde quand on a besoin de fonctionner. Les vêtements, c'est un gros poste. La voiture, c'est un gros poste, on a vu aussi. Et donc, on peut arriver, et il y en a qui vous disent, mais moi, je vis finalement presque mieux qu'avant la crise parce que j'ai cassé de 50, 100%, voire 0% sur l'échange vêtements ou choses de cette nature, où je suis parti en vacances, on va dans le midi chez de la famille, et j'ai récupéré 5 000 € sur 2 mois. Donc voilà, c'est une économie nouvelle qui se met parallèlement. Voilà, 10 000 membres, 45 000 articles, 90 000 souhaits. Bon, ils sont tous, il y en a qui se cassent un peu la figure, mais ça se développe très vite. Alors, disque aux soupes, on a un concepteur ici. Hein. Aussi, voilà, hein, chercher des légumes, avoir des séances d'épluchage, faire manger les gens, joindre les liaisons entre la musique et l'alimentation. Ça renouvelle un peu les codes des restos du cœur. Avec une dimension un peu échange intéressante et tout, voilà. Hein. C'est tout à fait la logique des familles américaines qui se retrouvaient, toute la famille avec les gosses qui préparaient les repas ensemble, qui échangeaient, qui voyaient les nouvelles pistes qui pouvaient servir, parce que les mêmes causes même aux mêmes effets, avec un peu plus aujourd'hui de web, de possibilités, de flash mob, enfin, il y a des outils modernes, on est sur les mêmes bases. Super Marmite, on l'avait présenté, c'est assez intéressant aussi. Moi, ce qui me frappe, parce qu'on a pas mal de gens qui développent des choses, qui veulent venir les présenter, donc on fera des brochets, c'est leur grand professionnalisme, l'extrême professionnalisme. C'est pas du bricolage. C'est-à-dire, il y a des maîtrises d'outils, marketing, design, conception, voilà, se dire qui prépare quoi dans Paris à manger. Il aime bien faire des couscous, l'autre aime bien faire autre chose, il en ferait pour 10 si c'est possible. Savoir, voilà, partout, qui a besoin de quoi, qui prépare quoi avec le web pour pouvoir échanger sur des quartiers complets. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle ça se développe. Hein, de se dire, du coup, on va manger chez d'autres, puis du coup, on rencontre d'autres gens. Et il y en a qui sont contents, il y a des dames qui sont très... Alors il y a des restos qui disent attendez, c'est très dur pour les restos en ce moment, eux, ils travaillent comment, c'est pas vraiment un resto, il n'y a pas les contraintes, etc. Toute l'économie du partage, à partir du moment où elle se développe, elle vient toquer contre l'organisation des taxis, des loueurs de voitures, des loueurs d'appartements, de l'État qui dit oui mais comment je taxe moi ça? Parce qu'on a des personnes qui ont finalement 30 personnes pour qui elles fournissent à manger tous les jours, pour 5 € la part. Bon. Voilà. Et les restos, en ce moment, c'est très difficile. Donc voilà, et on vient chercher comme si c'était chez McDo, sauf que c'est pas la voisine, c'est la voisine de quelqu'un d'autre, mais enfin, ça marche. Le Bon Coin, ça marche du feu de Dieu. Donc on a toute l'adaptation par tout ce qui est l'occasion, exactement comme on l'avait eu en 29, pareil, je ne vais pas développer les cas, mais c'était l'explosion tous les concepts nouveaux. Le Bon Coin marche du feu de Dieu. Il est 2 fois plus de trafic qu'eBay, qui paraissait irrattrapable, hein, ou autre. Le financement aussi collaboratif, etc. Donc là, je ne le développe pas trop parce qu'on aura des séances sur ces modèles-là, hein, des modèles nouveaux qui émergent à l'occasion de la crise,
à la fois high-tech, parce que c'est quand même très high-tech, c'est très réseau, ça utilise des outils modernes, c'est conçu de façon très professionnelle, c'est juridiquement plutôt bien ficelé. Moi, je montrais un peu sur l'industrie pour montrer que l'industrie européenne n'est pas morte, loin de là, en vous prenant deux grands qui sont dans l'aéronautique et l'automobile. Alors les green jobs, ça c'est un petit peu la déception, je vais finir un peu là-dessus. On dit, bon, on va redémarrer par le green. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas terrible. Par exemple, Obama avait fait un critère fondamental de son premier mandat. Il avait prononcé au moins 50 fois le mot green job dans son allocution de... Là, cette année, il n'a pas prononcé le mot une fois. Bon, pourquoi? C'est pas qu'il n'y ait pas d'opportunité pour le green, mais on n'est pas encore assez mature. Il y a encore énormément de subventions, des coûts pas sûrs, des alternatives qui ne sont pas ouvertes. Donc il y a une montée de subventions, puis une rechute qui a fait tomber beaucoup de gens. Et ce que l'on observe, c'est qu'il faut aller plus vite. Alors il y aura du green, c'est greenisé si vous voulez. Mais en plus, vous voyez, là c'est une enquête que vient de faire la Commission européenne, milieu de l'année 2012. Ceux qui avaient des projets, vous voyez, ceux qui ont des projets de produits verts, qu'on n'ont pas 60% des entreprises, il n'y en a pas non plus à Horizon, puis d'autres qui ont des projets essentiellement pour leur marché national, parce qu'on n'a pas été foutu de s'entendre. Les Français font du Grenelle, mais Grenelle en Allemagne, ça ne veut rien dire du tout. Ils ont leurs propres critères. Et puis il y a l'Europe, et puis il y a les critères mondiaux. Donc les entreprises ne savent pas quelles vont être leurs règles. Vous voyez, European Union, c'est essentiellement national, excusez-moi. Ici, quand on voit pourquoi, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez développer votre activité dans les produits green? D'abord, recevoir des aides financières pour développer des produits nouveaux. Bon, ça veut dire qu'on ne croit pas trop. Ensuite, l'assistance pour identifier les marchés potentiels et les consommateurs pour ces produits. Punaise, c'est le boulot d'une entreprise, ça, qui sait exactement ce qu'il y a besoin. Et puis des conseils techniques et de la consultance pour développer des produits de cette nature, et puis ensuite des conseils pour les distribuer. Enfin, ça veut dire que l'industrie n'est pas du tout prête pour l'instant à faire ça. Et aussi pareil, qu'est-ce qui pourrait rendre plus efficace? Simplifier les procédures administratives pour obtenir les autorisations et les réglementations. Et donc c'est un peu la grande déception, puisque 4 études ont montré que en fait, les quelques dizaines de milliers d'emplois verts avaient coûté dans les 400 ou 500 000 euros chacun d'aide. Et donc ça viendra en relais, ça suivra, mais dans les périodes de crise comme ça va beaucoup plus vite que ça. On n'attend pas d'avoir le résultat d'une recherche qui va faire quoi. Alors ici, je vous remonte, j'arrive vers la fin. Le cercle General Electric a connu 3 fois ça. Il a connu 3 crises, guerres. Donc il est revenu à chaque fois, un peu comme vous avez eu Volkswagen. Le grand leader qui dit « Moi, j'ai déjà connu ça. Je m'adapte en temps de crise et je redéfinis mon modèle. » Alors il dit qu'il a toujours fait la même chose. Je vous montre les éléments. 1, repartir sur ce qu'attendent la valeur pour les gens qui en font. Une des grandes règles d'économie de développement de produits anti-crise, c'est d'abord répondre aux besoins des gens, fondamentalement. C'est pas de faire du digital pour faire du digital ou de faire de la nano, tout ça. C'est qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de continuer à fonctionner, d'avoir leur gosse à l'école, de vivre, etc. Donc d'abord, tout reconcentrer. Or, vu le paquet de techno qu'on a accumulé, qu'est-ce qu'on peut organiser pour répondre le mieux possible à ce qui a de la valeur pour les gens aujourd'hui, numéro 1. Ensuite, innover, oui, définir des produits qui vont correspondre à ça. Ce qui veut dire des produits efficaces, simples, peu chers, basiques, ce qui veut dire compliqué à faire. C'est difficile à faire. C'est pas dire, oh bon, on va faire un truc bas de gamme, pas du tout. Ça va être ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour aller à l'essentiel. Ce qui veut dire une base très solide pour le développement demain, en clair. Puisque je vous dis, dans le cas général, enfin en tout cas les crises, on part du bas et on monte et pas l'inverse. Leadership en techno, c'est-à-dire qu'on va... Alors leadership, ça ne veut pas dire qu'on va développer tout, mais on va prendre le lead avec des valeurs technologiques qui vont alimenter et chez soi. Vous avez vu chez Volkswagen, c'est quelque chose, ils sont quand même à la pointe sur tous les éléments qui permettent de faire un véhicule 2500 € moins cher, qui consomme 23% de moins, qui est fabriqué en quantité considérable. Et donc, le truc, bon, ça veut dire tout un tas d'éléments qui vont se combiner dans le seul objectif d'améliorer la valeur pour l'utilisateur. Commercial excellence, parce qu'il va falloir distribuer ça partout. Globalisation, parce que ces groupes globaux, comme vous avez tous, c'est-à-dire que la crise, elle est locale, elle n'est jamais globale.
La crise actuellement, elle est fondamentalement en Europe. Nous, on est sur des pays dans le monde entier, on a une croissance moyenne qui est de l'ordre de 4%, et puis on a des pays qui croissent à 10 ou 12. Donc on va chercher la croissance là où elle est. Et puis d'avoir des leaders qui vont être capables de piloter cette croissance dans la maison, pour, voilà, qui vont être les pilotes de ça. Il dit on revient, si on a un groupe industriel intelligent, c'est un des plus grands, j'ai eu General Electric depuis longtemps, et on revient comme ça, en repartant de l'intérêt de la personne qui est en face. Siemens dit un peu la même chose. Siemens a fait une analyse pour le gouvernement anglais, mais il a dit que c'était valable pour les autres pays, parce que l'Allemagne, en ce moment, elle est en train de tourner à un rythme phénoménal. Elle fait à peu près 13% des innovations de la Terre par les temps qui courent, donc il n'y a pas du tout de retrait. L'industrie européenne, elle a un noyau dur qui est l'industrie allemande. Il dit, parce que l'Angleterre a dit comment il faut faire pour sortir de la crise. On dit qu'il faut redevenir un pays industrialisé. Alors Siemens, qui a quand même 420 000 employés, qui sait de quoi il cause et qui ne sait pas casser la figure, qui n'est pas dans la situation de grande électronique chez nous qui sont cassés la figure, il dit voilà ce qu'il faut refaire si on veut repartir. Collaborative R&D, arrêtez de vous disperser en R&D. Ça, c'est le gros défaut qu'on a partout. Les gens qui ont R&D, c'est bien, c'est pas très cher. C'est 2,5% du PNB, même si c'était 3, ça fait toujours pas cher. Industrialisation, c'est 5 à 10 fois plus cher. Là, fini la rigolade. C'est pas le tout d'avoir un objet. Est-ce que vous êtes capable de le fournir à 10 millions de personnes pas cher? Et là, ça met la barre très haute, puisqu'on a pris à peu près 200 milliards de retard d'investissement, si je prends le seul cas français, pour toute l'industrie. 200 milliards, ça paraît beaucoup, c'est pas tant que ça. Vous avez vu, Volkswagen tout seul, il met 70 sur la table pour 3 ans. Donc, oui. Mais enfin, ça, on ne va pas les trouver sous le pied d'un cheval et personne n'a envie d'investir pour la... Donc, collaborative R&D, pourquoi? Parce qu'il y a trop de filières parallèles et qu'on repart tout le temps en conception et que ça mène des choses qui se... Le risque qu'il y a, c'est la critique violente qui vient d'être faite d'analyse des pôles de compétitivité, c'est dire qu'il n'y a pas une usine qui fait un nouveau produit qui est né d'un pôle. C'est bien, les trucs, mais compétitivité, c'est pas le mot. Alors, il faut mettre un autre nom. Il faut dire pôle technique, pôle je sais pas quoi, mais pas de compétitivité. C'est-à-dire de produire de façon compétitive des produits nouveaux. Et donc là, on dit, on aurait plutôt des pôles qui conçoivent des choses nouvelles que juste qui font. Collaborative R&D, parce que sinon, on a 6 filières parallèles pour les téléphonies mobiles. Nous, on a eu 3 constructeurs qui étaient dans 3 logiques différentes, ils sont morts tous les 3. Et donc, c'est pas là que se fait la bagarre, coopérer pour avoir... truc. Ensuite, investissement, culture de l'investissement et de la productivité. Parce que c'est comme ça qu'on recrée de la valeur. Donc investir, alors qu'on n'investit plus depuis un bail. Et jouer sur la productivité, pour arriver à faire des produits qui soient pas chers pour les gens et qui soient à la pointe de ce qu'on a fait. Et il dit, ça s'est passé comme ça. Les 4 révolutions qu'il y a eu dans l'auto, de Lyon, Ford, General Motors, Volkswagen, retour Volkswagen, Toyota, ça a à chaque fois été essentiellement 20% à un quart de produits, 75% à 80% d'industrie. Produire en quantité très routinière, fiable, efficace et pas chère. Skills, il faut reformer les gens, puisque les gens, le problème c'est que leur connaissance s'effrite, elle date, et donc des entreprises, c'est pas tellement qu'elles soient, c'est qu'elles sont devenues vieilles dans leur pratique et dans leur fonctionnement. Donc, investissement massif en formation. En Allemagne, c'est 5 à 10 fois ce qu'on fait dans les autres pays, dans l'industrie. Et puis, si l'État veut faciliter les choses, il fait de l'investissement sur les infrastructures stratégiques qui vont être bénéfiques à tout le monde, parce que ça améliorera les transports, l'énergie, etc., en les choisissant bien, pour ne pas faire des cathédrales dans le désert. Et donc, on est assez sur quelque chose de classique. C'est une proposition de sortie de crise par des choses assez classiques. Alors, pour synthétiser, si vous voulez, c'est un peu rapide, les innovations porteuses de sortie de crise, quand on analyse celles qui ont réellement porté les soins, essentiellement des synthèses du meilleur état de l'art plus que des avancées nouvelles. La crise, si on dit on a la loi des 15 ans, on est à peu près d'accord. Vous avez vu aussi construire un EPR, ça va 10, 12, 15 ans. On vous dit nouveau métro, ça fera 18 ans. Un médicament, aujourd'hui, la moyenne, c'est 17 ans. Et donc, recherche, oui, mais on a déjà beaucoup des produits de la recherche d'avant qu'on doit utiliser avant de repartir et sans industrie. Donc, c'est beaucoup plus une synthèse du meilleur état de l'art, et c'est pas facile d'être au meilleur état de l'art. Parce que ça se fait, quand on regarde les autres, on ne va pas rester 15 ans en crise. Ça se fait en 2-3 ans. Des entreprises capables de dire, moi, je vois comment compacter ça pour l'objectif, réduire les coûts, moitié moins, minimum. Enfin, il y en a parfois, quand les gros produits industriels, au moins 25 ou 30%, compenser la perte de valeur qui doit être compensée.
On est dans une situation où on doit compenser une perte de valeur qui s'est faite déjà. Une définition fonctionnelle, smart dans le sens, pas une smart, centrée sur l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ramassé dans la seule logique de l'utilisateur et de ce dont il a besoin? On enlève ce dont il n'a pas besoin pour arriver à un produit qui va être on enlève les fioritures. Une grande qualité de conception. En fait, il y a un gros travail de conception plus que de recherche et développement. C'est de la conception. Et d'ailleurs, on voit les groupes amplifier leur capacité de conception. C'est ce que fait PSA sur 3 nouveaux sites pour concevoir en s'appuyant sur le meilleur état des technos existantes, parce qu'il va falloir produire en grande quantité des trucs qui marchent, c'est-à-dire qu'elles sont validées, elles sont standardisées, elles sont acceptées, elles sont patentées, elles sont NF, elles sont normes européennes, elles sont tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des trucs sur lesquels on s'interroge. Ça doit fonctionner rapidement et bien. Donc, conception axée prioritairement sur les prix et coûts d'utilisation, avec des objectifs qui sont... Ce qui change, c'est que par rapport à d'habitude, quand ça roule, c'est qu'on est dans des baisses beaucoup plus importantes. C'est-à-dire un peu révolutionnaire. On dit, à ce moment-là, il va falloir faire fonctionner autrement. Ben oui, on est typiquement dans ce cas-là. Il suffit qu'il est capable de redéfinir autrement, il va devenir le nouveau leader. Cas typique de Volkswagen par rapport à Toyota, GM. Volkswagen va passer Toyota les doigts dans le nez. Priorité, simplicité, modularité, on retrouve tout le temps modularité. Pourquoi? Parce qu'on fait de la grande série. Efficacité, avec des axes d'extension de valeur en fonction des besoins. On va recréer de la valeur. On a un modèle de base, on arrive à remonter. Et on va étendre l'expansion à partir d'une base très solide, qui est le pack fonctionnel sur lequel on a développé un nouveau produit. Extension de gamme progressive avec la sortie de crise. Exactement ce qu'a fait Microsoft, ce qu'a fait Apple, ce qu'a fait HP, ce qu'a fait Airbus. Sur les autres, à partir de votre produit, ce qu'a fait Actimel, ce qu'a fait tout ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire la référence, et à partir de là, je peux rajouter de la valeur en fonction des attentes des marchés, des plus hauts ou moins haut de gamme, etc. Bon. Exactement ce qui s'était passé, d'ailleurs, l'intérêt de voir Golf sur longue période, c'est que c'est exactement ce qui s'était passé. En période d'expansion de richesse, fait tout un tas de versions qui après n'avaient plus tellement de raison d'être, il fallait repartir sur une base beaucoup plus simple, beaucoup plus percutante. Une industrialisation exceptionnelle, puisque, je dirais, on est dans les besoins de retrouver des millions d'emplois. On n'est pas dans le bricolage, on est des grands pays développés quand vous regardez la situation de l'emploi en Europe, aux États-Unis. Donc c'est pour ça que on voit dans les cas que je vous ai cités, Boeing, oui, il ouvre trois chaînes de production de son nouvel avion. Airbus, à mon avis, devrait aller au moins 2. Même s'il arrive un peu en décalage. On le voit avec Volkswagen, 50 millions avec des usines et autres. Pourquoi? Et puis simple, économie d'échelle maximale, modularité, pour créer le coût de production très en deçà de la génération précédente. Si on ne... Franchement, 5%, ça n'est pas la peine de dire plus, c'est au moins 20-30%. Forte marge portant la reprise. Toutes ces entreprises-là démarrent avec des fortes marges. Pour quelles raisons? En fait, elles sont protégées en termes de marge par les générations précédentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un risque d'investissement, mais c'est le rôle d'une entreprise d'investir, vous êtes protégé par typiquement les véhicules. Là, au salon, on l'a vu arriver, la Golf 7. Elle a mis la barre à un niveau qui n'était pas attendu, ce niveau-là, par rapport à un train comme Volkswagen. C'est-à-dire qu'à mon avis, pour l'instant, Volkswagen il garde une marge très significative sur ce véhicule. À mon avis, il pourrait faire face à une bagarre des prix jusqu'à moins 25%, il tiendrait encore. C'est-à-dire que ces gens-là vont immédiatement faire de la marge parce qu'ils arrivent avec quelque chose d'extrêmement efficace. Les autres étant nettement plus chers, on n'est pas obligé d'aligner immédiatement. On dit low cost, ce n'est pas forcément low price. C'est low cost, medium price, high profit. C'est-à-dire marge exactement comme l'Indien ou ce qu'a fait... Là, par exemple, Boeing vient d'être revalorisé beaucoup en bourse parce qu'on se dit qu'il va faire de la marge alors qu'on ne pensait pas qu'il ferait de la marge sur cet appareil. Donc, forte marge. Et pour la reprise, si vous voulez embaucher, si vous voulez investir, vous avez besoin de faire une marge puisque en période de crise, on ne va pas vous prêter d'argent. Donc, vous avez besoin de repartir sur des business models qui soient d'emblée à marge importante. On ne peut pas jouer sur le fait d'avoir des tours de table multiples qui vont dire que ça sera rentable un jour ou je pars avec des produits chers dont le prix baissera. Non, on est dans la logique inverse. Et tous ceux que je vous ai montrés là, ils ont eu des marges. General Electric fait beaucoup de marges, Westinghouse, les gens qui ont fait tous ces produits-là. À partir du moment où ils ont accepté, je vous dis, de décomplexifier le produit, de ne pas suréquiper, en ayant un peu
bon, je fais un peu d'analyse sociologique, il y a des constructeurs, je dis, vous savez, les gens, ils ne l'entendent pas comme vous l'entendez. Ce n'est pas des lecteurs au quotidien de l'action automobile. Ils ont besoin, la majorité des personnes qui achètent une voiture, c'est des femmes à 60%, c'est pour emmener les enfants chez mamie à l'école. Quand elle entend suréquipée, ça ne lui plaît pas, de mon avis. Enfin, d'après l'enquête qu'on a. On va dire, moi, il me faudrait quelque chose de plus simple, parce que j'ai aussi besoin d'argent pour les mettre à l'école d'autrui, je ne vais pas mettre autant dans une voiture. Donc, à ce moment, et il n'y a pas de raison qu'elle sorte de chez le concessionnaire sans la voiture dont elle a besoin. Parce qu'on peut aller jusqu'à la Logan d'Ocasque à 7 ans. Hein, ou bien l'échange, ou bien tout, ça jouer comme Decathlon, c'est-à-dire vous pouvez changer sur le parking en plus. On accueille les bourses d'échange, etc., pour être sûr de repartir avec l'ensemble des gens. C'est absurde qu'il y en ait 25% qui disent ben nous, on a des problèmes de déplacement à la campagne parce qu'on ne peut pas se payer ça, puis il n'y a pas de moyens. Donc normalement, on récupère tout le monde. Le but, c'est de récupérer tout le monde dans ces moments-là. Alors, puis dernier point, alors là, qui est normalement à la marge de manœuvre exceptionnelle, où là, je reviens sur le cas de la France, qui est un cas un peu aberrant, c'est que généralement, après 2-3 années de crise, on trouve une marge on dit ah, on n'a plus qu'une solution maintenant, c'est de partir résolument sur des marchés plus porteurs. Et toutes les entreprises ont étendu leur réseau international pendant les crises, en disant ça se vend plus ici, je vais aller ailleurs. Les gens prenaient le bateau pour aller vendre en Amérique leur champagne ou leur ce que vous voulez, ou dire ah l'Inde finalement il faut peut-être la prendre au sérieux, ou la Chine ou le Brésil, vous croyez, on le voit bien, on y va assez souvent. Et l'ambassade de France à Sao Paulo, il me dit on a 400 entreprises cette année qui nous demandent, dit mais maintenant il paraît qu'il y a de la croissance au Brésil. Or là vous voyez l'évolution du nombre d'entreprises françaises exportatrices. Vous voyez, entre 1994 et 2000, 17 000 de plus, ça croissait, je n'ai pas les chiffres d'avant, mais ça montait tout le temps, parce que le monde étant de plus en plus ouvert. Et puis à partir de 2000, la chute absolue, qui fait qu'en 10 ans, on a eu 16 000 de moins qui exportent. Pour des raisons encore incompréhensibles. Alors, parce que ça fait beaucoup d'exportateurs, hein, ça fait plus 17 000, moins 16 000, punaise, on revient à un niveau... Alors que la France était un des pays les plus exportateurs au monde. Les produits ont une très 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 bonne image. Vous ne ferez jamais croire à un Japonais qu'un produit français est moins bon qu'un produit japonais. Il ne vous croira pas, tout simplement. J'ai enseigné au Japon, c'est pas... Même aux États-Unis, si vous mettez imported, ça veut dire mieux. Imported car, vous les vendez plus cher. Imported beer, vous vendez plus cher. Complexe que c'est mieux fait en Europe qu'ailleurs. Hein, European car, ça va vous coûter bonbon. Enfin, donc, et puis en France, l'image est excellente. On dit, mais mettez Made in France, on vendra 5 $ de plus, même si c'est un puzzle. Bon. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un ostracisme contre le produit français. Loin de là, pas du tout, on l'observe nulle part. De toute façon, des mauvais produits ne sont jamais arrivés si loin. Hein, donc eux, ils ne connaissent que des bons. Puis comme ils viennent en vacances, ils font les relais châteaux, ils vont voir un messe, ils repartent convaincus encore plus qu'avant que c'est les meilleurs trucs qui puissent être faits sur Terre. Et donc, il n'y a pas de raison notable. Et quand on regarde le seul fait de revenir au niveau du taux d'exportation qu'on avait il y a 10 ans, on résoudrait tous les problèmes. Pourquoi il y a eu cette perte? Une peur de l'extérieur, une crainte de se protéger du monde et tout le barda. Donc, on commence à avoir des entreprises qui résolument se reportent à l'export, en disant si on veut une marge de croissance, c'est peut-être pas là. Et il faut réenseigner l'exportation comme on faisait dans les années 60, en disant ça fait pas peur, ça fait pas mal, c'est pas grave si vous parlez pas chinois, enfin vous allez voir, tout se passe bien. D'autant qu'il n'y a jamais eu autant d'outils pour exporter des low cost, des compagnies qui peuvent vous envoyer par des sites que vous faites diffuser sur la terre entière. Donc ça, c'est un peu curieux, puisque généralement, c'est typiquement quand on voit les entreprises, quand elles ont changé, elles vous disent, dans leur historique, vous dites, et puis là, au moment de la grande crise, on a dû partir ailleurs. Et donc, ils ont ouvert ailleurs parce qu'ils cherchaient la croissance. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension export, en sachant que maintenant, elle est assez reliée à l'innovation. Il y a un mythe, c'est de dire, ah oui, mais ça, on va vouloir du truc traditionnel, du fromage à l'ancienne et tout ça. Non, il faut, pour aborder les marchés extérieurs aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes modes de consommation, il y a un travail de développement, souvent en coopération avec les gens locaux, qui fait qu'on est dans une logique aussi d'innovation et de développement de produits adaptés aux besoins. Ils ne cherchent pas forcément la tradition, du moins, ils ne la cherchent pas comme ça. Et ils attendent que les produits soient aussi certifiés, enfin, d'une qualité irréprochable, indépendamment de leur intérêt passé. Donc voilà.